Pierce Brosnan vient de faire une annonce que personne n'a vu venir. À 71 ans, l'ancien James Bond se prépare au pire. Sa première femme est décédée d'un cancer de l'ovaire à 43 ans. Puis sa fille est morte de la même maladie à l'âge de 41 ans. Aujourd'hui, quelque chose s'est produit qui l'oblige à affronter sa peur la plus profonde. L'homme qui a joué le rôle de l'espion le plus coriace du monde est confronté à une bataille qu'il ne peut pas gagner. Et ce qu'il prévoit de faire ensuite inquiète tout le monde. Pierce Brosnan est né le 16 mai 1953 à Drogheda, en Irlande. Il n'est pas venu au monde avec grand-chose. Pas de richesse, pas d'héritage familial et, en fin de compte, pas de père. Son père, un charpentier nommé Thomas, a disparu si tôt dans la vie de Pierce qu'il ne se souvenait ni de son visage, ni de sa voix, ni même de sa présence. C'était comme s'il s'était volatilisé. C'est sa mère, May, qui a dû porter le poids. Elle travaillait comme infirmière et tenait bon dans une vie qui avait déjà commencé à s'effondrer. Mais en 1957, elle a fait un choix douloureux. Elle est partie à Londres pour trouver du travail, laissant Pierce âgé de 4 ans, en Irlande. Elle n'avait pas d'autre choix. Pourtant, cette décision a créé un autre trou dans le jeune monde de Pierce. Ce qui devait être une courte séparation s'est transformé en 7 longues années. Pendant cette période, il est passé d'un membre de sa famille à l'autre. D'abord chez ses grands-parents à Navon, puis chez un oncle et une tante à Trim. Chaque nouvelle maison s'accompagne de nouvelles règles, de nouvelles écoles et de visages inconnus. Pierce n'est jamais resté assez longtemps pour s'y sentir à sa place. Il a appris à se taire, à observer, à survivre. Il était toujours le nouveau, toujours l'outsider. Les enseignants ont remarqué quelque chose en lui. Il était brillant, mais renfermé. Il regardait toujours par la fenêtre. Il n'était jamais tout à fait présent. En 1964, tout change. À l'âge de 11 ans, il déménage à Greenock, en Écosse. Sa mère s'est remariée. Son nouveau mari, William Carmichael, travaillait dans une usine. Il est gentil et patient. Mais pour un garçon qui avait grandi sans cohérence, ce nouveau foyer apportait des émotions mitigées. Pierce se sentait déchiré. Il était heureux de revoir sa mère, mais aussi en colère. Et maintenant, elle avait quelqu'un d'autre, un nouvel homme dans sa vie, un homme qui n'était pas son père. Pourtant, William a essayé. Il a appris à Pierce de petites choses, à pêcher, à réparer des objets, à faire confiance à nouveau. Il n'a jamais poussé trop loin. Il n'a jamais essayé de remplacer qui que ce soit. Un jour, William a emmené Pierce au cinéma. C'était en 1964, et le film était Goldfinger. Sean Connery, dans le rôle de James Bond, illumine l'écran. Cette nuit-là a tout changé. Pour Pierce, Bond n'était pas seulement un personnage. Il était à l'opposé de tout ce que Pierce avait ressenti. Bond était fort, Bond était confiant. Bond contrôlait la situation, et Pierce voulait lui ressembler. À l'âge de 6 ans, Pierce a pris une autre décision audacieuse. Il abandonne l'école à Londres et s'inscrit à la St. Martin's School of Art. Il n'avait pas d'argent ni de projet précis, juste une passion pour la peinture. Il aimait les œuvres de Francis Bacon et de Lucian Freud. À l'époque, il ne pensait même pas à jouer la comédie. Il se concentre sur l'illustration et le design. Il survivait avec des toasts et du thé, alors que ses camarades de classe étaient issus de familles plus aisées. Il était déterminé à prouver qu'il avait sa place. Mais le destin avait d'autres projets. En 1971, alors qu'il étudie encore l'art, Pierce entre par hasard dans un atelier de théâtre dans le sud de Londres. Il a vu un cracheur de feu s'entraîner à son numéro. Au lieu de s'éloigner, Pierce lui a demandé s'il pouvait essayer. Ce moment spontané a réécrit son avenir. Le groupe a remarqué quelque chose en lui, un mélange de bravoure et de présence naturelle. Ils l'ont invité à se joindre à eux. Il n'avait jamais joué la comédie auparavant, mais là, tout s'est mis en place. Tout comme Bond, il est entré dans un monde de risques et de charme. Peu après, Pierce rejoint le Centre d'art dramatique de Londres. Pendant 3 ans, de 1973 à 1976, il s'entraîne plus que jamais. L'école était intense. Plus de 60% des élèves abandonnent l'école. Les professeurs étaient durs.
Ils ont brisé des étudiants pour les reconstruire. Certains ont démissionné. Certains ont eu des pannes. Mais Pierce a tenu bon. Il a fait des petits boulots. Il a étudié Shakespeare. Il s'est même formé au mime et au numéro de cirque. Cela lui coûtait 1200 livres par an. Une fortune à l'époque. Mais Pierce n'a jamais abandonné. En 1976, il a eu sa première véritable chance. Dans une pièce de théâtre intitulée Wait Until Dark. Il s'agissait d'un thriller et Pierce jouait un personnage qui mettait les gens mal à l'aise. Le metteur en scène a vu en lui quelque chose de froid, de troublant. Cet avantage a fonctionné. Un an plus tard, il a accepté un rôle audacieux dans une pièce difficile de Tennessee Williams, The Red Devil Battery Sign. La pièce avait fait un flop en Amérique, mais Pierce lui a donné vie à Londres. Les critiques ont salué sa performance. Soudain, les gens le remarquent. Il s'est ensuite tourné vers le cinéma. En 1980, il joue un rôle qui ne passe pas inaperçu dans The Mirror Crack aux côtés d'Elizabeth Taylor. Il est resté moins de 30 secondes à l'écran. Il n'a gagné que 50 livres. Mais c'est un début. La même année, il apparaît dans The Long Good Friday avec Helen Mirren et Bob Hoskins. Il y joue un personnage mineur de l'era. Le film n'a pas été un succès immédiat. Mais avec le temps, il est devenu un classique culte. Et Pierce était là, construisant tranquillement son chemin vers la célébrité. En 1982, Pierce Brosnan était à peine connu en dehors du Royaume-Uni. Il avait déjà travaillé pour la télévision et le théâtre britannique. Mais rien d'important. Puis oui, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a auditionné pour un petit rôle dans une nouvelle série intitulée Remington Steele. Pas dans le rôle principal, mais en tant que victime d'un meurtre. Cela aurait pu être le cas. Une scène et c'est fini. Mais le directeur de casting de NBC a vu quelque chose en lui. Ils ont vu du charme, de la présence à l'écran, quelque chose de magnétique. Ils l'ont donc rappelé, non pas pour un rôle mineur, mais pour le rôle principal. Cette décision a tout changé. Le plan initial de Remington Steele prévoyait un escroc américain chevronné d'une 50aine d'années. Brosnan avait 29 ans. Il était jeune, irlandais et inconnu aux États-Unis. Les producteurs ont tout de même pris le pari. Plus de 200 acteurs ont été auditionnés, dont beaucoup d'Américains connus. Brosnan a obtenu le rôle. Son accent irlandais a failli lui coûter le rôle. Les dirigeants craignaient que les téléspectateurs américains n'acceptent pas un rôle principal étranger. Mais une fois qu'il est entré dans le rôle, il a été Remington Steele. Cool, Lissa, mystérieux. Et le public l'a adoré pour cela. La série a débuté le 1er octobre 1982 et a connu un grand succès dès son lancement. Elle est la deuxième série la plus populaire de NBC. Rien que la première année. 15,6 millions de téléspectateurs l'ont regardé chaque semaine. Mais cela n'a pas été une partie de plaisir. La série a été annulée après sa 4e saison en 1986. Les fans sont furieux. Le studio a changé d'avis. Le film est revenu pour une dernière fois. Le dernier épisode a été diffusé en février 1987 et a attiré près de 26 millions de téléspectateurs. C'est le genre de départ dont la plupart des séries ne peuvent que rêver. À son apogée, Remington Steele rapportait à NBC plus de 50 millions de dollars par an uniquement grâce à la publicité. Les ventes internationales ont ajouté 200 millions de dollars supplémentaires. L'émission a été diffusée dans plus de 80 pays. Et il s'est passé quelque chose d'étrange en Amérique. Entre 1983 et 1987, les demandes de licences de détectives privés ont augmenté de 340%. Le personnage cool et intelligent de Brosnan avait manifestement touché une corde sensible. Mais le succès a un prix. 2 mois seulement après le début de la diffusion de la série, les critiques affirment déjà que Brosnan devrait être le prochain James Bond. En janvier 1983, Entertainment Weekly l'a qualifié d'acteur le plus proche de James Bond depuis Sean Connery. Quelques mois plus tard, le producteur de Bond, Albert Cubby Broccoli, lui a tendu la main. Il regardait, et il était intéressé. En 1984, la spéculation a explosé. NBC s'est penché sur la question. Leur marketing a fait allusion à l'ambiance d'agent secret de Brosnan. TV Guide a fait une couverture avec lui demandant
Même la veuve de Ian Fleming, Anne Fleming, a déclaré publiquement que Brosnan ressemblait et agissait exactement comme son mari l'avait imaginé pour Bond. Au même moment, Brosnan obtient une sérieuse reconnaissance de la part de la critique. La même année, il est nommé pour un Golden Globe pour son rôle dans Nancy Astor. Ce n'était que son deuxième grand rôle à la télévision. Il était opposé aux légendes Anthony Hopkins et John Gielgud. Pourtant, Brosnan a failli gagner. Les initiés de l'industrie ont dit qu'il avait perdu avec seulement 3 voix d'avance. Sa performance impressionne même la vraie famille Astor, qui s'était initialement opposée à la série. Son parcours dans Bond n'allait cependant pas être simple. La plupart des gens pensent qu'on lui a proposé Bond pour la première fois en 1985. Ce n'est pas vrai. Il a en fait été envisagé pour le rôle en 1983 pour A View to a Kill. Roger Moore n'était pas sûr de vouloir faire un autre film. Et Brosnan était sur le pont. Il avait rencontré Broccoli sur le plateau de For Your Eyes Only, où la femme de Brosnan, Cassandra Harris, tenait un petit rôle. Broccoli l'a regardé et s'est dit « S'il sait jouer, c'est mon homme ». Mais le studio a paniqué. Ils ont offert à Moore un énorme salaire, plus de 3,5 millions de dollars, pour qu'il revienne. Le tournage de Brosnan a donc été retardé, encore une fois. Puis, en 1986, quelque chose d'encore plus grave s'est produit. Remington Steele a été annulé. Mais lorsque l'on a appris que Brosnan pourrait être le prochain Bond, l'audience de la série a grimpé en flèche. NBC a vu une chance. Elle a annulé l'annulation et a commandé une 5e saison courte. Brosnan était toujours sous contrat. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas filmer Bond. C'était brutal. L'attention qu'il a reçue en étant lié à Bond a été utilisée contre lui. Il était coincé. Et tandis qu'il terminait la dernière saison de Remington Steele, les producteurs de Bond passaient à autre chose. Timothy Dalton a obtenu le rôle. Ce moment a tout changé, pour Brosnan et pour Bond. Dalton était l'ami de Brosnan. La perte du rôle lui a fait mal, mais il a dû garder le sourire. La version de Bond de Dalton était plus sombre, plus grinçante. Cela ne s'est pas bien passé. License to Kill a fait un flop aux États-Unis, ne rapportant que 34 millions de dollars. Brosnan s'est tenu à l'écart. Il savait qu'il aurait pu apporter quelque chose de différent. Entre 1986 et 1994, ce que les fans appellent les années perdues, Brosnan n'a pas disparu. Il a fait des choix judicieux, dans le 4e protocole. En 1987, il incarne un espion britannique dans un thriller de la guerre froide. Ce n'était pas Bond, mais c'était proche. Il a joué dans Nomads, en 1986, montrant son talent dans un rôle surnaturel. Il a même participé à des publicités pour Diet Coke, dans lesquelles il jouait un héros lisse en smoking. Un clin d'œil pas si subtil à Bond. Pierce Brosnan a rencontré Cassandra Harris à la fin des années 1970. Elle était déjà actrice. Née Sandra Colleen Waits à Sydney en 1948. Lorsqu'ils se sont rencontrés, l'étincelle a été immédiate. Pierce n'avait pas prévu de tomber amoureux. Il la trouvait juste belle. Mais quelque chose s'est passé. Bientôt. Ils vivent ensemble à Wimbledon. Le 27 décembre 1980. Ils se sont mariés. Cassandra venait de vivre un divorce difficile, et ce nouveau chapitre signifiait donc tout pour elle. Elle a eu 2 enfants de ce mariage, Charlotte et Christopher. Pierce n'a pas hésité. Il est entré dans leur vie comme s'il y avait toujours eu sa place. Lorsque l'ex-mari de Cassandra, Dermot Harris, est mort d'une crise cardiaque en 1986, Pierce a légalement adopté les enfants. Ils ont pris son nom. Mais c'était plus que de la paperasse. Pierce n'ayant pas grandi avec un père, il a tout fait pour être le père qu'il n'a jamais eu. Il a dit un jour, « Je n'étais pas un père. J'étais juste Pierce. Et puis je suis devenu papa. » En 1983, Cassandra et Pierce ont eu un fils ensemble. Ils l'ont appelé Sean. Ils étaient donc 5. La vie était pleine et chaleureuse. Les enfants s'entendent bien et la carrière de Pierce reprend. Mais la famille passait avant tout. Il voulait leur donner le genre d'amour qu'ils n'avaient jamais reçu en grandissant. Il veillait à ce qu'ils se sentent en sécurité, heureux et vus. En 1981, un événement magique s'est produit.
Cassandra a joué dans le film For Your Eyes Only. Elle a joué une James Bond girl avant même que Pierce ne rêve de devenir Sept. Mais pendant le tournage, Pierce a rencontré le producteur de James Bond, Albert Broccoli. Cassandra a cru en lui. Elle le pousse à accepter le rôle. Broccoli est impressionné et considère Pierce comme le prochain Bond. Mais Pierce est coincé dans un contrat avec Remington Steele. Il ne pouvait pas prendre le rôle. Pas encore. Cassandra le voulait tellement pour lui. Mais elle n'a jamais pu le voir se réaliser. En 1987, tout a changé. Alors que Pierce tournait The Deceivers en Inde, Cassandra a commencé à se sentir très malade. Ils ont repris l'avion pour Londres. Les nouvelles sont terribles. Elle est atteinte d'un cancer des ovaires. Il ne s'agissait pas seulement d'une petite bosse ou d'un problème facile à traiter. C'était partout. Le diagnostic est tombé comme un couperet. Pierce l'a dit. Dès le premier jour, nous avions un combat à mener. 4 années brutales ont suivi. Cassandra a subi 8 opérations chirurgicales. Elle a subi 1 an et demi de chimiothérapie. Ses cheveux sont tombés. Son corps s'est affaibli. Mais elle est restée forte. Elle a remis en question tous les traitements. Elle a pris ses propres décisions. Elle a fait face à tout cela avec courage. Pierce est resté à ses côtés tout le temps. Il s'appelait lui-même le Parti silencieux. Toujours présente, mais souvent impuissante. Leur fils, Sean, qui n'était encore qu'un petit garçon, faisait parfois semblant d'être le médecin. C'était déchirant. La mère de Cassandra est morte du même cancer. Ce n'était pas seulement de la malchance, c'était génétique. Cela ne fait qu'empirer les choses. Désormais, il devait aussi s'inquiéter pour Charlotte. Pierce est devenu un défenseur du dépistage précoce et de la sensibilisation. Il était trop tard pour Cassandra, mais il voulait aider les autres. En décembre 1991, elle n'avait plus de temps à perdre. Un soir, alors qu'ils étaient couchés dans leur lit, Pierce plein de chagrin. Cassandra a murmuré, « Je t'en prie, chérie, ne t'inquiète pas. C'est juste une vie qui s'achève. » Elle est restée forte, même à la fin. Elle ne voulait pas de machines ni d'hôpitaux. Elle voulait de la dignité. Elle a affronté la mort comme elle l'entendait. Elle est décédée le 28 décembre 1991. Pierce et son fils Christopher étaient avec elle. Charlotte, qui était partie à Londres pour étudier le théâtre, était au téléphone. Noël vient de passer. Pendant que d'autres fêtaient, Pierce préparait les funérailles. Puis vint le moment le plus difficile, annoncer à Sean, Hewitt-Hans, que sa mère n'était plus là. Pierce a soudain dû élever seul ses 3 enfants. Sean avait 8 ans. Christopher 19 ans et Charlotte 20 ans. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il ressentait un véritable chagrin. Cela l'a accablé, mais il a continué. Il a dit que Cassandra avait fait de lui ce qu'il était. Elle est à jamais dans chaque fibre de mon être, a-t-il dit plus tard. Pierce Brosnan a finalement été choisi pour incarner James Bond en 1994. Et sa femme, Cassandra Harris, a rendu ce rôle encore plus personnel. Elle avait elle-même été une James Bond girl dans For Your Eyes Only en 1981. Atteinte d'un cancer, elle l'a poussé à reprendre le rôle. Elle voulait qu'il devienne Sept avant de mourir. Lorsqu'il l'a finalement obtenu, ce n'était pas seulement une victoire. C'était à la fois un déchirement et un triomphe. Ses débuts dans GoldenEye ont été déterminants, non seulement pour lui, mais aussi pour l'ensemble de la franchise Bond. Le film avait déjà fait le tour des réalisateurs et son budget avait grimpé à 60 millions de dollars. La MGM était au bord de la faillite. En cas d'échec, Bond se serait arrêté là. Mais GoldenEye a rapporté 353 millions de dollars dans le monde. La scène de la poursuite du char d'assaut à travers Saint-Pétersbourg a coûté à elle seule 8 millions de dollars. Petersburg a coûté à elle seule 8 millions de dollars. Brosnan réalisait lui-même 90% de ses cascades, dont un terrifiant saut à l'élastique d'un barrage de 220 mètres en Suisse. Ce saut était si dangereux que les compagnies d'assurance ont refusé de le couvrir. Le film est sorti exactement 30 ans après le dernier film officiel de Sean Connery. Les diamants sont éternels. Ce n'était pas un film comme les autres. C'était une résurrection. Et ça a marché. Nintendo a même créé le jeu vidéo GoldenEye 7 grâce à cela. Ce jeu a changé l'industrie et a fait connaître Bond à une toute nouvelle génération. Le succès ne s'est pas arrêté là.
Les 3 films Bond suivants de Brosnan ont rapporté ensemble 1238 milliards de dollars. Mais ces victoires s'accompagnent de pertes personnelles. Lors de la sortie de Demain ne meurt jamais en 1997. Il pleurait encore la mort de Cassandra. Survenu 6 ans plus tôt, il a intégré cette douleur dans le personnage. Le tournage d'une scène de poursuite à Saigon a coûté 12 millions de dollars. Il a fallu construire une rue vietnamienne entière en Angleterre rien que pour cela. Le monde ne suffit pas. En 1999, la séquence d'ouverture de Bond a été la plus longue, 14 minutes. C'est aussi la première femme méchante de Bond. Ils ont même réalisé une véritable explosion d'oléoduc en utilisant 120 gallons d'essence, créant une boule de feu visible à 10 miles de distance. Puis vint Die Another Day en 2002. Ce film célébrait le 40e anniversaire de Bond et a failli coûter la vie à Brosnan. Une cascade de parasurf a mal tourné et il a été entraîné sous l'eau par des vagues de 30 pieds. Il s'est retrouvé à l'hôpital pour hypothermie. Ce même film mettait en scène une Aston Martin invisible à 300 $ et un immense palais de glace situé en Irlande et composé de 0 tonne de glace. Mais Brosnan ne s'est pas contenté de briller au box-office. Il a remporté le Saturn Award du meilleur acteur en 1996. La particularité de cette nomination est qu'il a battu Sean Connery, qui avait été nommé la même année pour The Rock. C'était la première fois qu'un Bond actuel surpassait un ancien. Même Steven Spielberg a appelé Brosnan après GoldenEye pour lui proposer le rôle d'Indiana Jones. Brosnan a refusé pour rester fidèle à Bond. Cette décision lui a probablement coûté 50 millions de dollars. Mais elle montre à quel point il était attaché à son rôle. Tout semblait parfait. En 2004, il se trouve aux Bahamas pour le tournage de After the Sunset. La vie était belle. Il a fait 4 films de Bond qui ont rapporté 1,4 milliard de dollars. Il était en pleine forme. S'entraînait, proposait des idées pour Bond 21. Puis à 14h47, son téléphone a sonné. Les producteurs l'ont licencié, sans avertissement. Sans explication. L'appel a duré 47 secondes. Vous avez été un excellent James Bond. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ainsi que les choses se sont passées. Ce qui l'a rendu encore plus froid, c'est le succès de ses films. The Another Day avait rapporté 431,9 millions de dollars, ce qui était le record pour un film de Bond à l'époque. Mais les producteurs avaient déjà décidé qu'ils voulaient être un Bond plus jeune. Ils ont attendu qu'il soit seul et vulnérable pour lui porter le coup. En l'espace de 3 jours, tout a changé. 3 contrats de cinéma ont disparu. Les studios se sont retirés. Des courriels internes ont montré par la suite qu'il était considéré comme un personnage trop proche de Bond et qu'il était difficile de le faire jouer dans un autre rôle. Le prix qu'il demandait est passé de 12 millions de dollars à 3 millions de dollars. Il a dû se séparer de 12 membres de son personnel. Il a sombré dans une profonde dépression. Ses enfants l'ont vu pleurer lorsque la bande-annonce de Casino Royale est sortie. Ce moment l'a frappé de plein fouet. Son rôle lui avait été cédé sans même un au revoir. Il s'est avéré que les producteurs avaient testé d'autres acteurs pendant 2 ans, tout en prétendant qu'ils croyaient encore en lui. Cette trahison a été plus douloureuse que le licenciement lui-même. Mais il s'est passé quelque chose d'autre en 1994. Quelques mois avant qu'il ne devienne officiellement Bond. Une chose inattendue s'est produite. Le 8 avril à 19, 8, Trent. Lors d'une fête sur la plage de Cabo San Lucas, il rencontre Keely Shea Smith. Elle était journaliste et le courant est tout de suite passé entre eux. Elle n'était pas impressionnée par la célébrité. Elle aimait ce qu'il était, pas ce qu'il faisait. Ils ont parlé jusqu'à 2 heures du matin. Il l'a emmené en avion rencontrer ses enfants dans les 3 semaines qui ont suivi. Elle a emménagé 6 mois plus tard. Leur lien était réel. Des années plus tard, cette relation est devenue la seule chose sur laquelle il pouvait compter lorsque tout le reste s'écroulait. En 2001, ils se sont mariés en Irlande. La cérémonie a coûté 2,3 millions de dollars. Elle s'est déroulée à l'abbaye de Ballintubber, une église qui existe depuis près de 800 ans. La liste des invités était restreinte. 100 personnes seulement, dont Judi Dench et Liam Neeson.
Brosnan portait un kilt irlandais traditionnel. Il a pleuré quand il a vu Keely descendre l'allée. Charlotte Brosnan n'avait que 41 ans lorsqu'elle est décédée en 2013. Mais sa mort n'est pas une simple tragédie. C'était la 3e fois que ce cauchemar se déroulait dans la même famille. Sa grand-mère était décédée d'un cancer des ovaires. Il en est de même pour sa mère, Cassandra Harris, qui n'avait que 43 ans, et maintenant, Charlotte. Elle avait 2 ans de moins que sa mère lorsque la maladie l'a emportée. Charlotte s'est battue avec acharnement. Pendant 3 ans, elle a lutté contre le cancer qui se développait discrètement en elle. Ce n'est pas pour rien que le cancer de l'ovaire est appelé le tueur silencieux. Lorsqu'il est découvert, il est souvent trop tard. En effet, 75% des femmes ne sont diagnostiquées qu'à un stade avancé, où les chances de survie passent de 90% à 20 ou 30% seulement. Charlotte est née en 1971. Après avoir perdu son père biologique, Dermot Harris, elle a été adoptée en 1986 par Pierce Brosnan, qui lui a donné son nom, son amour et une place dans son cœur. Mais aucun amour ne peut arrêter la malédiction génétique qui a déjà volé 2 générations. Pour Pierce, il ne s'agissait pas seulement de perdre sa fille. Il a vu l'histoire se répéter de la pire façon qui soit. En 1991, il avait perdu sa femme, Cassandra, atteinte de la même maladie. Elle a subi 8 opérations chirurgicales et 18 mois de chimiothérapie. Il a dit que cela changeait la vie. De voir quelqu'un qu'on aime s'éteindre comme ça, morceau par morceau, cela recompose tout votre monde. Il m'a dit, vous avez affaire à la mort, tout change. Puis oui, 22 ans plus tard, la même chose est arrivée à Charlotte. Lors de la collecte de fonds Stand Up to Cancer, 2014, Pierce est monté sur scène et s'est épanché. J'ai tenu la main généreuse, forte et belle de ma première femme, Cassie, lorsque le cancer des ovaires l'a emporté beaucoup trop tôt. Et l'année dernière, j'ai tenu la main de ma fille drôle et merveilleuse, Charlotte, avant qu'elle ne meure elle aussi de cette misérable maladie héréditaire. Il ne s'agissait pas seulement d'un nouveau chagrin. C'était un nouveau traumatisme, profound, sombre et familiar. L'un des amis les plus proches de Pierce, Ron Roylance, l'a très bien exprimé. La maladie de Charlotte s'est accompagnée d'une certaine obscurité. Pierce revivait tout le cauchemar. Il avait retrouvé l'amour. Il avait épousé Keely Shea Smith en 2001 et fondé une nouvelle famille avec 2 fils, Dylan et Paris. Mais lorsque Charlotte est tombée malade, tout lui est revenu. Chaque souvenir, chaque moment d'impuissance. Il était complètement dévasté, a déclaré Roylance. Mais même au milieu de toute cette douleur, Keely est restée à ses côtés et l'a soutenu. Puis vint le plus cruel des rebondissements. Charlotte s'est mariée. Le 14 juin 2013, elle a dit oui à Alex Smith, son partenaire de longue date. 2 semaines plus tard, elle n'était plus là. Le 28 juin 2013, c'est vendredi après-midi, à 14 heures précises, elle s'est éteinte à Londres. Elle est entourée d'Alex, de ses 2 enfants, Isabella, Quanzins et Lucas, et de ses frères, Christopher et Sean. Elle est née à Londres. Elle y avait étudié le théâtre. Et c'est là que sa vie s'est arrêtée. Pierce a publié une courte déclaration après sa mort. Charlotte a combattu son cancer avec grâce et humanité, courage et dignité. Sa force était étonnante. Même dans les dernières semaines de sa vie, elle a organisé son mariage. Elle voulait que ses enfants voient que l'amour comptait toujours. Sa fille Isabella avait 15 ans lorsqu'elle a perdu sa mère, tout comme Charlotte lorsque Cassandra a été diagnostiquée. Lucas avait 8 ans, le même âge que Sean, le fils de Pierce, lorsque sa mère est morte. L'écho de l'histoire était presque trop précis, trop cruel, selon ses amis. Charlotte était le genre de mère qui se consacrait entièrement à ses enfants. Son amie Claire Beckwith se souvient d'elle disant qu'elle ne se souciait plus d'être actrice. « C'est ma famille », disait-elle. « Je veux leur donner tout l'amour possible. » C'est ainsi qu'Alex Smith est passé de jeune marié à veuf en 2 semaines. Il doit maintenant élever 2 enfants qui viennent de voir leur mère disparaître. Pierce, devenu grand-père, a pris le relais, faisant une nouvelle fois son deuil.
mais essayant aussi d'être fort pour ceux qui restaient. Mais tous les frères et sœurs de Charlotte n'ont pas trouvé le moyen de faire face à la situation. Christopher Brosnan est tombé de haut. Après la mort de Cassandra en 1991, il n'avait que 19 ans. Il était prometteur. Il a travaillé sur des films de Pierce Bond comme Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas. Mais la douleur le rattrape. En 1996, il a été condamné à une amende de 1000 livres pour conduite en état d'ivresse. Un an plus tard, il a été emprisonné pendant 3 mois pour avoir récidivé. Puis viennent les drogues, LGHB, l'héroïne. Il s'est effondré à la sortie d'un club londonien et a sombré dans le coma. En 2012, à l'âge de 32 ans, il est à nouveau arrêté, cette fois pour possession d'héroïne. Il fait désormais partie du milieu de la drogue de Brixton, bien loin d'Hollywood et de ce qu'il était auparavant. En juin 2024, Christopher fait sa première apparition publique depuis 20 ans. Les paparazzi l'ont repéré à la sortie d'une épicerie à Londres. Descharnay, Seal, âgé de 51 ans. Pendant ce temps, Keely Shea Smith menait son propre combat. Pendant des années, les tabloïds se sont moqués de son poids. Ils montraient des photos avant et après, comparant son jeune corps à son apparence après la maternité. Les trolls ont envahi l'Internet. Pierce ne l'entendait pas de cette oreille. Il l'a défendu dans un message désormais célèbre. « J'aime chaque courbe de son corps. C'est la plus belle femme à mes yeux. Et aussi parce qu'elle a eu nos 5 enfants. » Keely, aujourd'hui âgé de 61 ans, a perdu 100 livres en 2024. Pas de chirurgie, pas de raccourci, juste de la marche, de la natation, des aliments complets et de la patience. Et surtout, le respect de soi. Gratitude, écrit-elle en ligne, pour tout ce que mon corps a donné et accompli en 60 ans. En août 2024, Pierce et elle ont fêté leurs 23 ans de mariage. 31 ans après leur rencontre, à travers la tragédie, le scandale et le chagrin. Ils sont restés forts. Lors de leur anniversaire de mariage, Pierce l'a appelé son nord, son sud, son est et son ouest. Keely lui a répondu « Tu es la personne la plus belle, la plus aimable et la plus tendre que j'ai jamais connue. » On les a vus soutenir les débuts de George Clooney à Broadway en avril 2025. Keely dans une robe de dentelle noire. Pierce, toujours aussi charmant. Toujours aussi stable, malgré tout. Il continue à travailler. Il a été choisi pour incarner le Dr. Fate dans Black Adam en 2022. Fate dans Black Adam en 2022. Le réalisateur a dit que Pierce avait le mélange parfait de puissance et de calme. À 71 ans, il est toujours l'un des hommes les plus cool d'Hollywood. Mais plus que cela, c'est un combattant. Il s'est servi de sa douleur et l'a transformé en but. Il est maintenant un défenseur. Ambassadeur de l'UNICEF depuis 2001. Il a défilé avec Greenpeace, s'est élevé contre les